Nous voici donc de retour en plateau pour ce focus sur les déchets de très faible activité. C'est une problématique émergente. Il représente d'importants volumes dans le cadre des démantèlements à venir. Et on va commencer avec François Béringer. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes membre de la CLI de Fessenheim, également président d'un groupe de travail consacré au TFA, aux déchets de très faible activité, au HCTISN. C'est le Haut Comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire. Et vous allez nous présenter des recommandations du groupe de travail du HCTISN concernant les déchets métalliques, donc qui font partie de ces TFA. Voilà, donc bonjour à tous. Donc François Béringer, CLI de Fessenheim. Donc je vais vous faire un rapide historique de ce groupe de travail. Donc ce groupe de travail avait notamment pour objectif de répondre à la saisine de l'OPEX du 16 novembre 2016. Donc ça date déjà d'il y a quelques temps, dans le cadre de l'évaluation du NGMDR 2016-2018, qui souhaitait que le HCTSIN puisse examiner, d'une part, la pertinence dans le contexte national d'une introduction des seuils de libération pour certains types de déchets très faiblement radioactifs. Ce groupe de travail était composé d'une vingtaine de personnes, donc d'un parlementaire, représentant des CLI, représentants de l'ANCLI, des représentants d'associations de protection de l'environnement, des responsables d'activités nucléaires, organisations syndicales, personnalités choisies pour leurs compétences scientifiques, bien sûr l'IRSN et l'ASN. Les premiers éléments d'analyse et de réflexion du groupe de travail ont fait l'objet d'un rapport intermédiaire dès octobre 2018. Ce rapport traitait notamment des enjeux liés à la gestion des déchets très faiblement radioactifs, de la réglementation européenne et française relative à la gestion de ces déchets, du recensement des principales études réalisées, initiées ou programmées sur la gestion des déchets. Et un élément important, c'était un peu l'expertise des pratiques étrangères en matière de gestion des déchets TFA et de l'appréciation sociétale de ces pratiques. À savoir que l'ensemble des pays européens aujourd'hui procèdent à la libération des seuils, et la France se pose encore beaucoup de questions sur ce domaine. Ce rapport, qui a été rendu donc en 2020, constitue le fruit de nombreux échanges, de débats entre les parties prenantes du groupe de travail menés pendant près de 3 ans par l'ensemble des membres. Donc ce compte-rendu, je vais vous faire lecture des recommandations, donc a été validé par l'ensemble des membres, à l'exception d'une abstention, ce qui montre bien l'intérêt et l'importance aujourd'hui de traiter ce dossier en profondeur. Les conclusions, je vais faire une rapide résumé des conclusions. Donc, le Haut Comité a rendu l'avis numéro 13 de 7 avril 2020. Et que dit cet avis? En résumé, dans son avis, le Haut Comité ne retient pas l'option qui consisterait à mettre en œuvre le seuil de libération d'application inconditionnelle et générale à tout type de déchets. Toutefois, la plupart des membres du Haut Comité pense nécessaire une évolution du monde actuel de gestion de ces déchets et par conséquent de réglementation française qui encadre cette gestion. Donc, en résumé, tout le monde s'accorde bien qu'il y a un problème sur les déchets TFA, qu'il faut trouver une nouvelle solution vu le volume et le périmètre des déchets TFA à venir avec la déconstruction des centrales. Donc, il y a quand même un consensus sur l'évolution de la réglementation. Dans ce cadre, donc, le Haut Comité a fait 5 recommandations. Je vais rapidement les balayer. La recommandation numéro 1 sur l'évolution de la réglementation française. La mise en œuvre du seuil de libération d'application inconditionnelle et générale à tout type de déchets TFA est une option que le Haut Comité ne retient pas. En clair, ce qui est retenu, c'est uniquement les traitements des métaux ferreux. La recommandation numéro 2 sur l'information et la participation du public quant à une évolution de la gestion des déchets TFA. Le Haut Comité considère que l'évolution annoncée par le gouvernement de la réglementation française relative à la gestion des déchets TFA doit faire l'objet d'une consultation préalable au public. En clair, il est important que le public soit fortement associé à cette évolution pour une participation donc du public à une compréhension de ce sujet qui est quand même très très technique, et notamment pour une éventuelle acceptation. La recommandation numéro 3 sur la veille scientifique. Si la mise en œuvre des seuils de libération constitue une nouvelle loi de gestion autorisée pour certains déchets TFA, elle implique la réalisation d'une veille scientifique régulière sur les effets rayonnements ionisants pour assurer notamment l'adéquation de ces seuils
avec l'état de l'art en la matière. Ce qui veut dire en clair, si on va vers un seuil de libération pour les déchets TFA, il faudra bien sûr un suivi très présent et très pointu sur l'évolution des seuils. La recommandation numéro 4, favoriser un continuum d'information et de participation du public sur la gestion des différentes catégories de déchets. Effectivement, on est toujours dans cette relation avec le public pour une notion d'acceptation. Et la recommandation numéro 5, promouvoir l'information du public concernant les actions de contrôle et de gestion des déchets TFA. Et pour résumer ce point, je vais vous faire la lecture exacte du communiqué du Haut Comité. Donc, à cette fin, le Haut Comité recommande que l'ASN, comme elle l'a fait sur les installations nucléaires, favorise la participation des membres des CLI en tant qu'observateurs aux inspections aux installations en démantèlement générant des flux importants de déchets TFA. Sur la thématique de la gestion de ces déchets, que les pouvoirs publics favorisent, comme ils l'ont également fait, la participation des membres des commissions de suivi des sites existantes à des visites au sein des installations classées pour la protection de l'environnement, assurant la gestion des déchets TFA. Si je devais résumer en 2 mots, cette évolution elle est partagée par la majorité des membres du groupe de travail. Et donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il est indispensable de travailler très largement avec le public pour partager cette thématique, comme j'ai dit, très technique, qui n'est pas forcément abordable pour tout le monde. Donc, il faut beaucoup de concertation, d'échanges avec le public, et notamment les riverains de ces installations pour qu'ils puissent partager cette problématique qui les concerne au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Béranger. On va poursuivre avec vous, Michel Badré. Vous êtes le président de la commission d'orientation du PNGMDR, donc le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Et vous avez rendu un avis sur les déchets de très faible activité. Peut-être qu'il faut expliquer quand même ce qu'on n'a pas fait. Peut-être que c'est évident pour beaucoup de gens, mais peut-être pas pour tout le monde non plus, quand même, que la France, j'ai bien compris, est le seul pays qui a décidé a priori de stocker tous les déchets métalliques de très faible activité. Et la question du seuil de libération, c'est est-ce qu'on n'introduirait pas un seuil à partir duquel, en dessous duquel, si vous avez une vraiment très faible activité, eh bien ces déchets métalliques pourraient retrouver une filière normale finalement. Même certains de ces déchets peuvent avoir une radioactivité qui est inférieure à la radioactivité naturelle, si j'ai bien compris. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu et c'est vers ça, si j'ai bien compris, qu'on est en train de s'orienter. Oui, si je peux d'abord, si vous permettez, dire un mot sur la commission d'orientation. Vous m'avez présenté avec un titre qui est sans doute assez hermétique pour ceux qui n'ont pas suivi le débat. Donc ça vient du débat public sur le plan de gestion des déchets radioactifs qui avait eu lieu en 2019 et dans la décision prise par l'État, comme il se devait, sur les suites à donner à ce débat public, il y avait la décision de mettre en place une commission qui est en fait une commission de parties prenantes en langage courant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les producteurs de déchets, EDF, Orano, le CEA, les institutionnels, l'ANDRA, l'IRSN, bien sûr le ministère et l'ASN, et puis les ONG, Negawatt, Greenpeace, France Nature Environnement, etc. Le but étant que tout ce monde-là, travaillant ensemble, puisse fournir des avis au ministère chargé de rédiger ce plan sur la façon dont il voyait les différents sujets posés. Donc c'est ça qu'on a fait pendant 1 an, en gros, pendant l'année écoulée, fin 2020, début 2021, en rendant 9 avis en tout, après une quinzaine de réunions, sur tous les principaux thèmes du plan, l'entreposage des combustibles usés, les déchets HAMAVL, les enjeux transverses, comme on a dit, c'est-à-dire les questions d'environnement, de transport, etc. Là, on parle des très faibles activités. Voilà. Donc, et puis, il y avait un avis sur les déchets de très faible activité. Alors j'en viens à votre question précise sur les déchets de très faible activité. Quand on dit que la France se distingue des autres pays, elle se distingue sur un choix qui a été fait en amont, qui est de dire qu'est-ce que c'est qu'un déchet nucléaire, qu'est-ce qui mérite un traitement spécifique relevant des déchets nucléaires par rapport aux déchets industriels classiques, comme il en existe dans plein d'autres activités. Le choix
choix qui a été fait en France est de dire que la définition d'un déchet nucléaire, c'est un déchet qui vient d'un périmètre qui est le périmètre de l'installation nucléaire telle qu'elle a été approuvée et gérée depuis sa création. Donc c'est une définition territoriale, si je peux dire. Alors que d'autres pays ont fait le choix de dire un déchet nucléaire, c'est un déchet qui émet des radiations au-dessus d'un seuil qui correspond au risque pour la santé humaine ou à des critères de cette nature. Et donc la question posée, en particulier maintenant à propos du démantèlement des installations, c'est qu'il y a un énorme volume avec là-dedans des déchets radioactifs qui ont une forte activité et puis un très gros volume de gravats, de ferraille, de déchets divers, et de sols pollués, de choses comme ça, sur lesquels la caractérisation par rapport à un seuil de radioactivité susceptible d'être dangereux pose question. D'où l'idée de dire que tout ce qui serait en dessous d'un seuil, on peut peut-être le libérer, ça veut dire lui faire suivre le traitement normal. Mais l'une des questions, et pourquoi est-ce qu'on parle des métaux et pas du reste, ça c'est un point qu'on avait débattu au moment du débat public, où on avait fait une clarification de controverse, comme on avait appelé ça. On avait vu qu'un des points controversés était que autant pour les déchets métalliques, il est possible assez facilement d'avoir une approche statistique, enfin homogénéisée, notamment si on les transforme et qu'on fait des lingots après fusion, la mesure de la radioactivité est quelque chose d'assez constant. On n'a pas besoin d'aller mesurer chaque centimètre cube pour vérifier. C'est pour ça que la question est plus simple, ou plus facilement une voie de sortie sur les déchets métalliques que sur des gravats, de la terre, des briques, des choses comme on va en récupérer des quantités, qui est par définition complètement hétérogène et sur lequel un suivi et une traçabilité supposent des contraintes de mesure et de vérification beaucoup plus fortes, parce qu'il va falloir aller tout vérifier. Et c'est pour ça que dans les débats actuels et dans l'avis du HCTISN qui vient d'être présenté, la voie qui a été examinée en premier, c'est les déchets métalliques, en disant là on a probablement plus de chances de pouvoir bâtir quelque chose d'assez simple, alors que pour les autres ça va être compliqué. Alors, que dit cet avis justement? Alors, notre avis traite de 3 sujets. Il y en a un premier que je ne vais pas reprendre, sauf si ça revient à partir des questions, parce que monsieur Béranger vient d'en parler de façon très détaillée. C'est justement cette question de seuil de libération. Quels sont les critères, les conditions? Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Donc dans la vie, il y a l'idée qu'on pourrait avoir un seuil de libération. Il y a qu'on pourrait avoir un seuil de libération, mais avec des conditions très proches de ce que vient d'évoquer M. Béranger. Il n'y a pas de mystère à ça. C'était à peu près les mêmes interlocuteurs qui étaient dans la commission orientation que ceux qui étaient dans le HCTISN qui avaient rendu l'avis. Donc, étant intellectuellement cohérents, ils ont dit à peu près la même chose, ce qui était plutôt rassurant. Donc, je ne reprends pas ça puisque ça vient d'être dit. En revanche, il y a un deuxième sujet qu'on a développé et qui était peu présent dans l'avis du HCTISN parce qu'il n'était pas posé dans les mêmes termes à ce moment-là, qui est la question des volumes. De quoi parle-t-on? Vous l'avez dit, et ça a été dit dans la table ronde précédente, le démantèlement va faire qu'on va avoir un volume énorme de déchets TFA. Il y a une estimation, un chiffre qui a été cité de 2 200 000 mètres cubes, mais ceux qui l'ont avancé, le ministère a dit en même temps qu'il y avait une incertitude sur ce chiffre. D'abord parce qu'on verra à l'usage combien il en vient. En plus, il y a des questions sur les sols pollués, justement, ou sur les déchets issus d'installations orphelines, comme on dit, des choses de ce genre. Donc ce chiffre de 2 200 000 n'est pas sûr. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il est beaucoup plus gros que la capacité actuelle du seul centre de stockage de TFA qui existe, le CIRES dans l'Aube, qui a une capacité de 650 000 mètres cubes et qui est rempli en ce moment aux 2/3. Donc ça veut dire qu'il reste à peu près 200 000 mètres cubes de place, alors qu'il faudra en localiser à peu près 2 millions. Donc on n'est pas dans les mêmes clous. D'où un besoin de définition d'une stratégie. D'abord, est-ce qu'on peut augmenter les 650 000 m3 actuels? Est-ce qu'on peut sur place monter à 900 000? Le chiffre a été avancé. Sous quelles conditions? Il y a des conditions de sécurité, de réglementation, de traitement préalable des déchets pour que ça tienne, etc. Ensuite, une autre question de principe assez lourde qui est de dire est-ce que finalement la bonne solution c'est d'amener tous les
déchets au même endroit, comme on le fait en ce moment avec le CIRES, ou est-ce qu'on ne peut pas avoir des centres de stockage localisés près de chaque installation, de chaque INB qu'on va démanteler, on pourrait stocker sur place. Ça a des avantages, ça évite de transporter des déchets à travers toute la France, ça a aussi des inconvénients, puisque garantir les règles de sécurité n'est pas forcément aussi simple sur 25 installations que sur une. Et donc là-dessus, il y a une question à laquelle nous, on n'a pas répondu, mais on a dit qu'il fallait y répondre, et ça veut dire définir une stratégie. Et puis, dans la définition de cette stratégie, et ça m'amène au troisième et dernier sujet qu'on a traité dans notre avis, et là aussi, c'est parallèle à ce que vient de dire M. Béringer, il y a une question de concertation avec le public, de participation du public à ces choix stratégiques sur lesquels on a beaucoup insisté, et en particulier l'ANCLI qui participait à notre commission orientation a beaucoup insisté là-dessus, et elle a été suivie par tout le monde en disant cette question de participation aux choix stratégiques est fondamentale. Et donc on a fait un développement là-dessus, comme dans les 8 autres avis qu'on a rendus à l'occasion de la préparation de ce plan sur tous les sujets. On a dit, et je conclurai là-dessus, que l'aspect de confiance du public, vous et moi, et les gens qui habitent sur place et ceux qui habitent plus loin, cet aspect de confiance est absolument essentiel, et il repose sur le fait que dans la préparation des décisions, les choses ont été transparentes, comprises et concertées, vraiment, ce qui n'est pas forcément simple sur des sujets techniques comme cela. Merci beaucoup, Monsieur Badré. Et je vous propose donc de continuer avec tous les deux, Suzelle Lalo, Benoît Bettinelli. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez tous les deux au ministère de la Transition écologique. Suzelle Lalo, vous êtes chef du bureau politique publique et tutelle de l'industrie nucléaire. Et Benoît Bettinelli, chef de la mission sûreté nucléaire et radio protection. L'idée, c'est de vous entendre justement sur les grandes lignes du PNGMDR, le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, justement ce qu'il a à dire sur les déchets de très faible activité. On commence avec vous, Suzelle Lalo, pour un cadre global. Oui, alors j'avais préparé des présentations, mais on va donner à Suzelle Lalo la zapette. Voilà. Je vais commencer en tant que la présentation s'affiche. Donc l'idée, c'était peut-être aussi par rapport à ce qui vient d'être dit, peut-être de prendre un pas de recul pour refaire un point sur de quoi, enfin sur quels sont les sujets, de quoi on parle quand on regarde les TFA. Donc je vous ai remis deux petites illustrations. Une première illustration à droite qu'on avait présentée lors du débat public sur les déchets radioactifs en 2019 qui montre qu'en fait, au niveau des TFA, si vous regardez les barres qui sont le plus à droite, on voit bien qu'on a un enjeu de volume en fait sur les déchets de très faible activité. Contrairement, je dirais, à l'autre extrémité, on est sur les déchets de haute activité où là, on est sur des sujets différents. Pour ceux qui connaissent un peu les sujets, les déchets de haute activité, moyenne activité à bilan, c'est ceux qui sont destinés au stockage géologique profond. On voit bien qu'on est sur des quantités complètement différentes et l'enjeu des déchets TFA, c'est vraiment leur volume. L'autre petit graphique que vous voyez à gauche, il est destiné à montrer la capacité aujourd'hui autorisée pour le stockage de ces déchets. Donc le volume autorisé, on est à 650 000 m3. Aujourd'hui, on a une demande d'extension qui va être déposée pour ce stockage. On va monter à 900 000 m3 et on voit bien que c'est toujours pas suffisant par rapport aux 2 millions de mètres cubes dont on parle pour ces déchets-là. Et donc c'est un sujet, ce sujet du volume des déchets TFA dont on s'est saisi dans les pouvoirs publics et l'ASN se sont saisis depuis un moment. Et déjà dans le plan précédent, le PNGMDR qui couvrait la période 2016-2018, on avait déjà plusieurs pistes d'optimisation de la gestion de ces déchets. La première, je viens d'en parler, c'est l'extension des capacités de stockage. La deuxième, on voit bien que même si on étend cette capacité, on sera à 900 000 m3, il nous faut un deuxième stockage. Et là, avec des questions qui se posent, ce qu'a souligné M. Badré, est-ce qu'on fait un stockage centralisé, des stockages décentralisés près des sites nucléaires ? On a aussi des enjeux de valorisation et de traitement au sein de la filière. Et donc ça, c'est des choses qui ont déjà été mises en œuvre dans le cadre du précédent plan avec de la densification, de la valorisation, de l'incinération de certains déchets. Et donc c'est des pistes qu'on va continuer à travailler. Et puis donc j'en parlais, la faisabilité des stockages décentralisés qui était déjà une piste qu'on étudiait précédemment dans le plan précédent. Aujourd'hui, on a eu un débat public en 2019. Ce débat public, alors on a aussi beaucoup regardé, travaillé avec l'avis du HCTSN qui a été mentionné précédemment. Au débat public, on a émis cette option de dire on voudrait ouvrir la politique de gestion en mettant en œuvre pas des seuils de libération, ça c'est quelque chose
En tout cas, on l'avait mis au débat, mais voilà, dans la décision qu'on a prise derrière, on a refermé cette option des seuils de libération. Par contre, on s'est dit, effectivement, pour les déchets métalliques qui représentent quand même une bonne partie des déchets TFA, il y a vraiment cette option de fusion qui avait déjà été vue comme une optimisation intéressante pour ces déchets-là. Et donc, cette option-là de valoriser... On fait fondre ces déchets métalliques. Voilà, on les fait fondre, on en fait des lingots. Et potentiellement, on avait regardé en fait la possibilité de les valoriser au sein de la filière. C'était ce qui était le plus logique, se dire on va garder les lingots au sein... au sein de la filière nucléaire, mais on voit bien que les débouchés n'étaient pas suffisants et donc on a soumis au débat public cette opportunité d'avoir des lingots qui partiraient dans le domaine conventionnel. On est capable de retirer une partie de la radioactivité, hein, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ce qu'expliquait M. Badré, on les fait fondre, on récupère une partie de la radioactivité, donc voilà, on obtient des métaux. Des lingots qui sont décontaminés. Et donc voilà, je reviendrai sur les conditions après de mise en œuvre de cette modalité, mais ça fait partie des pistes qui ont été soumises au débat public. Et donc suite au débat public, à l'avis de la commission d'orientation, à l'avis du HCT-ISN, on a fixé un grand nombre d'objectifs dans le prochain plan qui sera soumis, qui a été soumis à une concertation début 2021, et puis on aura une nouvelle phase de consultation du public début 2022. D'une part, donc, on continue à étudier les possibilités de stockage, puisqu'on aura besoin, dans tous les cas, quelles que soient les solutions d'optimisation, on aura besoin d'un stockage, de nouvelles capacités de stockage. Donc là, on regarde, est-ce qu'on peut les mettre à côté des sites nucléaires, potentiellement dans des installations de déchets conventionnels, des déchets dangereux, mais ça veut dire associer ce qui avait été souligné les commissions de suivi de site aussi de ces installations-là. Construire éventuellement un deuxième stockage centralisé, en écho au CIRES qui existe déjà. Ensuite, donc, poursuivre tout ce qui était réflexion relative à la valorisation des déchets, donc en particulier la valorisation des déchets métalliques. Ça passe d'une part par modifier la réglementation avec les enjeux de concertation, de consultation. Donc Benoît reviendra sur ce sujet de la réglementation. Mais on a aussi, dans le plan, voulu encadrer d'une part la concertation globale sur le projet en lui-même qui serait mené, en mettant en exergue le fait qu'il faudrait parler de sa localisation, du processus de contrôle, du procédé en lui-même, du four de fusion, de montrer toute les résultats, l'efficacité, la performance de cette installation. Donc ça, c'est des sujets qu'on a fixés dans le plan en disant que c'est important que le public soit informé sur ces sujets-là. Ensuite, on a aussi dans le plan intégrer une nouvelle dimension pour rejoindre aussi ce que disait Michel Badré, qui sont les scénarios de gestion. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, pour tous les scénarios, donc la valorisation, le stockage, la densification, il faut qu'on regarde concrètement quels sont les avantages et inconvénients de chaque piste, y compris du point de vue santé, environnemental, et il faut qu'on compare ces différents scénarios et qu'on en tire une stratégie globale de gestion. Et cette stratégie globale de gestion qui va se construire pendant tout le plan 2021-2025, elle sera soumise de nouveau à une concertation pour la 6e édition du plan la prochaine. Et le dernier sujet, c'est les perspectives, on en a parlé un petit peu, les incertitudes liées au volume de ces déchets. Effectivement, il faut qu'on continue à travailler là-dessus, que les producteurs identifient mieux leur stratégie d'assainissement des sols et les incertitudes et comment ils traitent les incertitudes qu'on a sous toute étude scientifique qu'on mène. On a toujours des incertitudes, mais il faut qu'elles soient clarifiées pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Le dernier sujet que je mentionnerai en écho à la recommandation du HCT-ISN, c'est qu'on a intégré une action dans le plan qui vise à avoir un retour d'expérience régulier sur l'effet, justement les effets rayonnants, les effets liés aux très faibles doses. Puisqu'on veut aussi continuer à suivre, se dire on met en place des dérogations pour aller dans le domaine conventionnel, mais il faut qu'on regarde concrètement quel est le retour d'expérience et ce que ça donne du point de vue de la santé. Très bien. Si je vous comprends bien, vous avez dit que finalement il n'était plus question de seuil de libération. On est bien d'accord. Alors, comment est-ce qu'on détermine l'idée que ce lingot-là pourra retourner dans une filière métallique industrielle classique? Ah, voilà, mais monsieur Bettinelli. Juste pour répondre de manière politique générale, ce qu'on a écarté, pardon, je me suis mal exprimée, c'est les seuils de libération généralisés. C'est-à-dire on n'a pas le même principe dans les autres pays. Par contre, pour les métaux, effectivement, on instaure bien une libération. Ah, on est d'accord, c'est plutôt pour les déchets métalliques. Très bien. Benoît Bettinelli, donc chef de mission sûreté nucléaire et radioprotection au ministère de la Transition écologique. Bonjour. Moi, je travaille au ministère de la Transition écologique dans le service qui gère les décrets de démantèlement dont Cédric a parlé précédemment. Et donc là, je vais parler de la gestion des déchets TFA. Dans le sillage de la décision du 21 février 2020 sur le 5e PNG-MDR, on a reçu un mandat politique dans l'article 6 qui dit que le gouvernement fera évoluer le cadre réglementaire applicable à la gestion des déchets de très faible activité afin d'introduire une nouvelle possibilité de dérogation ciblée permettant, après fusion et décontamination, une valorisation au cas par cas des déchets radioactifs métalliques de très faible activité. Alors pourquoi on fait ça maintenant ? Il y a deux raisons.
D'une part, on a parlé des démantèlements qui vont commencer du parc des réacteurs de 900 MW avec la centrale de Fessenheim en tête de gondole. Et d'autre part, il y a une maturité de la plupart des acteurs pour envisager ce processus réglementaire. Alors, la directive qui encadre au niveau européen ce processus, c'est la directive norme de base. Alors, c'est une directive norme de base, elle avait deux outils qu'on aurait pu utiliser. C'est effectivement la libération, où là, les matières auraient été libérées et voilà, elles étaient dans le domaine public et on n'y revenait pas, ou aussi l'exemption de certaines activités. C'était un peu la même chose, mais pour les installations. Alors le gouvernement, il ne retient pas ces deux options-là. Parce que dans le cadre français, vous avez rappelé cette politique originelle de zonage dans les installations nucléaires. Et on a au sein du Code de la santé publique un article qui dit que pour les biens de consommation, on s'interdit de recourir à des déchets qui ont été dans des activités nucléaires ou susceptibles de l'être. Donc du coup, suite au mandat du gouvernement, on a retenu de faire des dérogations ciblées à cet article du Code de la santé publique. Du coup, on va insérer dans le Code de la santé publique d'autres articles qui disent que dans certains cas, qui sont très bien encadrés, on peut faire sortir certains déchets pour les mettre dans le domaine public sous la forme de lingots. Alors je vais peut-être venir au schéma du processus réglementaire dans la première diapositive. Donc on voit en haut les métaux TFA provenant bien évidemment d'activités nucléaires, donc ce qu'on appelle les substances radioactives dans notre jargon. Et nous, on va, celui qui sollicitera une dérogation donc ministérielle, qui sera octroyée donc par arrêté ministériel du ministre de la Transition écologique. Donc ça, c'est un premier décret. Et il y aura aussi une deuxième autorisation, suivant si l'installation est nucléaire, donc un décret d'autorisation de création, ou au titre d'un autre régime qui est celui des installations classées pour la protection de l'environnement, donc en arrêté préfectoral. Et moyennant ces deux autorisations, eh bien, on pourra faire ce qu'on appelle l'opération de valorisation des métaux. Et donc, en gros, comment ça se présente? Donc, on met les déchets dans un four, enfin, on peut les décontaminer un peu avant ou pas. On regarde que ces déchets au préalable, ils ont des caractéristiques relativement sympathiques pour pouvoir rentrer dans l'installation. Ensuite, dans le four, effectivement, il y a une partie qui va rester dans ce qu'on appelle le laitier. Donc là, ça restera des déchets radioactifs, même plus marqués que ce qu'il y avait au démarrage, puisqu'on les a concentrés, et des lingots de métal. Le laitier, c'est une partie du métal fondu dans lequel la radioactivité a été concentrée. Voilà, c'est ça, elle se fixe, et nous, on récupère en sortie les lingots de métal qui, eux, sont homogènes et doivent respecter une dose qui garantit en fait qu'il n'y a pas d'impact sanitaire in fine. Donc ce critère au niveau technique, c'est un peu abscon, mais il doit être inférieur à 10 microsieverts par an, sachant que c'est 1/100 de ce qui est autorisé par le Code de la santé publique, tout confondu, le critère de 1 millisievert par an, et qu'en moyenne en France, on a 3 millisieverts par an, donc 300 fois le critère, la barre qu'on s'est fixée. Donc on est quand même très, très restrictif. Donc au niveau réglementaire, je vais passer donc à l'architecture. Donc le décret en Conseil d'État, j'en ai parlé. Donc il définit les conditions dans lesquelles la dérogation peut être accordée. Donc il y a le critère de dose, on retrouve les 10 microsieverts par an. Mais il y a aussi des caractérisations radiologiques pour s'assurer que tout se passe bien. Une traçabilité qui est prévue pour que les lingots, on sache où ils vont au moins la première fois, pour que s'il y a un souci, on puisse revenir en arrière. Ensuite, un décret simple
qui définit le type de substance radioactive éligible, mais en l'occurrence c'est assez simple puisque on s'est limité aux substances métalliques, donc le décret simple il dit que c'est des substances métalliques, et puis un arrêté ministériel pour définir la composition du dossier de dérogation et les modalités de consultation du public. C'est-à-dire que l'autorité de sûreté nucléaire va être consultée et le public sera consulté. La CLI, par exemple si c'est une INB, la CLI sera évidemment consultée. Alors, pour apporter une forme de conclusion, donc la dérogation est accordée au cas par cas, sous le respect de 4 conditions. Donc la première condition, c'est que ce soit des déchets éligibles, c'est-à-dire métalliques, que le niveau d'exposition soit inférieur à 10 microsieverts par an, 1/100 de ce qu'on peut se permettre au niveau de la réglementation tout confondu, qu'il y ait des contrôles systématiques, redondants, permettant de verrouiller les caractéristiques radiologiques des métaux, des lingots, et puis une maîtrise de la traçabilité des métaux pour la première utilisation. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions déjà qui nous sont posées. Par exemple, on vous demande quel recul sur les risques TFA pour la santé dans le temps, avec des doses cumulées, et puis l'accumulation avec d'autres risques chimiques, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des études médicales, et on vous demande, et on ajoute indépendantes? Alors, effectivement, dans le cadre des travaux du Haut Comité à la transparence et à l'information sur la sécurité nucléaire, ces problématiques avaient été abordées. Et effectivement, il y a des études de pas mal de pays qui sont consignées dans le rapport que je vous invite à consulter. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a aussi des expériences des autres pays qui, eux, ont retenu plutôt le mode de libération et d'exemption qui est plus large que le nôtre. Et on a des retours relativement positifs de ces pays-là. Par exemple, moi, je me suis déplacé en Belgique. Il n'y a pas de problème répertorié en Belgique sur cette question-là. Alors qu'il y a une expérience de plusieurs dizaines d'années derrière. Très bien. C'était Jacqueline Berger qui vous posait la question. Et puis on a Christian Semperes aussi qui vous dit ceci. Il existe une loi européenne qui autorise la réutilisation de matériaux très faiblement radioactifs, notamment en dessous du bruit de fond terrestre. La loi existe, dit-il, pour un matériel qui, à partir du moment où il a passé la frontière de la centrale, sans être jamais entré en zone contrôlée. Et la France n'utilise pas cette loi, dit-il, sous la pression de 3 petits points. Bon, ça je passe. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est de ce règlement? C'est la directive dont j'ai parlé. Hein. Okay, c'est pas très une loi. Au niveau européen, on parle de directive. On parle pas de loi, on parle de directive, bien sûr. Je l'ai transposé ensuite voilà. En loi. Et donc ce monsieur nous dit... Oui, en loi, en ordonnance et en décret. Oui, absolument. Donc ça, on l'a fait. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas retenu... Juste qu'on n'a pas retenu. Voilà, au niveau politique, l'aspect libération et exemption, et ça c'est tout à fait le droit de la France, et on l'a fait d'une autre manière. C'est ça, donc c'est une façon, c'est une manière très... Je vous en prie, Madame Rigaille, vous de l'ASN. Pour compléter, par rapport à la question qui est soulevée, je ne voudrais pas qu'il y ait une fausse image de l'approche par zonage. Donc là, il est mentionné le cas d'un matériel qui rentre sur un site nucléaire et qui n'arrive pas jusqu'à la zone contrôlée, c'est-à-dire la zone où il y a des risques d'exposition significative à la radioactivité. Eh bien, en fait, ce type de déchet ne va pas être considéré comme un déchet radioactif nécessairement. C'est-à-dire que l'approche française, il ne faut pas la caricaturer non plus. L'exploitant doit établir pour son installation un plan de zonage déchets. Il cartographie toute cette installation et il dit à l'ASN, à cet endroit, il y a des risques de contamination. On va considérer que les déchets qui sortiront de ce local seront traités comme des déchets radioactifs. À cet endroit, il n'y a aucun risque de contamination et donc les déchets qui sortiront de ce local seront traités comme des déchets conventionnels. Si je résume, les déchets de la cantine qui sont à l'intérieur de la zone nucléaire ne sont pas des déchets radioactifs. Voilà, donc je
voudrais quand même préciser, puisque peut-être que la question traduisait une vision peut-être un peu générale, mais l'approche française, bien que très stricte sur le dozonage, est quand même un peu ouverte à la subtilité. Merci beaucoup, madame. Alors, on pose cette question, c'est Patrick Royanet qui vous pose la question à nouveau. C'est bien le problème. On a créé des déchets, et comme on ne sait pas les gérer, eh ben voilà, on vise une libération des TFA. Demain, on pourrait avoir des petites cuillères ou des automobiles avec des déchets radioactifs. Est-ce qu'on est certain que la traçabilité sera de qualité dans le cadre public et le cadre privé? On vous repose la question de la traçabilité. Et puis la question de la petite cuillère aussi, de la voiture, peut-être, monsieur Badré? Je ne suis pas un expert ni en petite cuillère ni en traçabilité. En revanche, pour revenir sur l'avis du HCTISN et ce qu'on en a repris dans notre avis à nous, à la commission orientation, on a, dans ces deux documents, on a insisté sur cette question de traçabilité. Et puis je l'ai dit en conclusion, on a dit qu'il y avait un sujet de suivi qui est extrêmement important. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le PNGMDR dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un document qu'il est prévu de réviser maintenant tous les 5 ans. Au début, c'était tous les 3 ans. Là, on est passé à 5 ans. On parle de la 5e édition du PNGMDR. Il y en a déjà eu 4 avant. Et puis, il y en aura une 6e en 2025 ou 6, quelque chose comme ça. Et puis une 7e, etc. Et dans tout le système de gouvernance de ce plan, le fait d'avoir, et on a rendu un avis là-dessus, qui est intégré dans le projet de PNGMDR tel qu'il est, le fait d'avoir dans le suivi du plan, la 5e édition en l'occurrence, au cours des années qui viennent, on va avoir un suivi de tout ce qui est écrit là-dedans, notamment sur ce point précis, comment est-ce qu'on assure la traçabilité à travers des systèmes expérimentaux ou pilotes de fabrication de lingots métalliques, etc. Et de façon à ce qu'ensuite on puisse dire ben, stop ou encore, on continue ou on arrête parce que l'expérience prouve que ça ne marche pas ou qu'au contraire la traçabilité on sait faire et que ça fonctionne. Donc on est bien dans le temps avec un système qui est fait pour évoluer, pour être contrôlé avec toutes les parties prenantes, comme on l'a fait dans la commission orientation. Denis demande la traçabilité, elle ressemblera à quoi? Comment est-ce qu'on trace ce genre de choses-là techniquement? Au sein de l'installation, en fait, l'exploitant de l'installation, il a des registres et puis il vend ses lingots, donc il devra tracer ses lingots et dire jusqu'au moment de la vente. Voilà. Après la vente, je sais à qui je les ai vendus, mais ensuite ils entrent au circuit normal et on cesse de les tracer, je suppose. Parce que ces lingots, ils sont appelés à... Ils ne peuvent pas être tracés à l'infini. Mais non, c'est une question. Par contre, pour revenir sur la question d'avant, donc il n'y a pas de libération, hein, je veux être clair, parce que le terme libération est encore utilisé, donc on ne l'utilise pas, donc il ne faut plus en parler. D'accord, alors qu'est-ce qu'on utilise? Et par contre... C'est quoi le critère pour dire, effectivement? Il y a une installation qui existe déjà, par exemple en Suède, qui fait la même chose. Il y a plus de chances de trouver ces métaux-là dans les portières de voitures suédoises que dans les petites cuillères suédoises. Et au demeurant, elles circulent déjà sur le marché français, puisque c'est européen. Donc, D'accord. Ok, alors on ne parle pas de libération, mais alors du coup, on parle de dérogation, comme je vous l'avais dit. Ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Et donc, quelqu'un... Ah ouais, voilà, c'est Pierre Virotte qui vous demande... Attendez, pourquoi est-ce que ce qui semble acceptable dans les autres pays européens ne l'est pas en France? Est-ce qu'on considère qu'ils font n'importe quoi? Je pense que c'est surtout deux logiques différentes, quoi. Je pense qu'il y a deux logiques différentes, mais déjà, on n'a pas le même parc nucléaire que les autres pays. On a un parc nucléaire quand même qui est très développé en France, donc on n'a pas les mêmes problématiques, on ne parle pas des mêmes volumes. Ça, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est que passer de tout à rien, ou de rien à tout, c'est-à-dire on passerait d'un principe de zonage à une libération totale, on imagine bien que il y a quand même des enjeux qu'il faut bien qu'on regarde derrière. Et là, l'idée, c'est d'avoir une première étape avec les métaux, parce qu'ils représentent un gisement assez intéressant. L'installation, pour compléter ce que disait Benoît, l'idée, c'est quand même qu'on ait des contrôles assez poussés sur les sites des producteurs et au niveau de l'installation en elle-même. C'est-à-dire que le lingot, on aura la traçabilité du premier client, mais l'idée, c'est quand même qu'on ait un certain nombre de contrôles qui devront être présentés au public, soumis à la concertation, faire l'objet d'un retour d'expérience en continu sur le site en lui-même. C'est-à-dire que le lingot qui sort, il aura été contrôlé, on a vérifié que la radioactivité, elle ne dépasse pas le bon seuil. Donc il faut rappeler quand même qu'on aura
cet enjeu-là au-delà de ça. Et donc je pense que là l'idée c'est vraiment de se dire on a un premier pas pour regarder si sur les métaux ça marche. Si ça marche, on a un décret qui nous permet globalement de dire on peut aller au-delà sur d'autres typologies de déchets, mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Regardons déjà si ça marche, si on n'a pas de soucis, quel est le retour d'expérience sur les métaux et on verra ensuite pour le reste. Monsieur Farin, vous voulez dire un mot? Oui, je vous en prie, monsieur Farin. Si, juste pour intervenir sur deux sujets, on a dit tout à l'heure, entendu qu'on ne sait pas gérer les déchets TFA, on sait les gérer. Le sujet là, c'est de regarder quelle est la meilleure gestion possible pour ces déchets, et il ne faut pas s'interdire de regarder d'autres choses. Je vous rappelle, et ça a été dit tout à l'heure par Michel Badré, on a déjà une installation de stockage qui existe, le centre qu'on appelle le CIRES, et qui permet d'accueillir les déchets. Puisque j'ai la parole, juste une petite précision. On parle de démantèlement et de déchets TFA. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le démantèlement, dans les prévisions que donne l'ANDRA dans son inventaire national, vers lequel je vous renvoie, c'est que le démantèlement produit à peu près 65% de déchets TFA, de l'ordre de 35% de déchets de... C'est 65% de déchets. Le démantèlement dans l'absolu de toutes les installations nucléaires qui existent aujourd'hui dans les scénarios, ce sont des prévisions, en gros. Voilà. Et c'est pour ça que le démantèlement est souvent associé aux déchets TFA, puisque c'est quand même la grosse partie des déchets. Le reste, c'est essentiellement des déchets de faible et moyenne activité à vie courte, qu'on appelle les FMAVC. Et il y a des tout petits volumes de déchets FAVL qui sont liés notamment aux UNGG dont on a parlé tout à l'heure. Un tout petit peu de moyenne activité et très peu de déchets de haute activité. C'est juste une petite précision pour que tout le monde soit bien au clair. Bien. Vous vouliez rajouter un mot, monsieur Bettigny, ou monsieur Badré, oui? Je vais rajouter Monsieur Béranger aussi. juste une phrase reprenant ce que disait Suzanne Lalo tout au début de sa dernière intervention. Quand on compare aux autres pays, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément d'autres pays d'Europe ou du monde qui aient déjà démantelé beaucoup d'installations nucléaires. Donc on est sur des questions de volume, des enjeux de volume qui sont sans doute beaucoup plus importants en France, ça vient d'être dit, parce qu'on a 56 ou 58 réacteurs qui, dans un délai de 10 ou 20 ans ou quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, j'en sais rien, vont être démantelés, alors que les autres pays, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui ont démantelé beaucoup d'installations nucléaires. Donc ça justifie tout à fait qu'on ait en France un dispositif beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fouillé que d'autres pour lesquels on n'est pas du tout. C'est une approche très conservatrice quand même de se dire, voilà, Oui, a priori, tout est déchets, tout entre guillemets, hein, sauf les déchets de cantine, j'ai bien compris, tout est déchets nucléaires sur le site. C'est une approche conservatrice, comme vous dites. J'ai dit en conclusion tout à l'heure de mon intervention qu'il y avait un gros enjeu de confiance du public. Oui. Le public, comme moi d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, ne connaissait pas le premier mot à ces sujets. Le fait rien que d'entendre ce qui a été dit, mais attention, dans la petite cuillère avec laquelle je prends mon café, il y aura peut-être de la radioactivité. Quand on ne sait pas de quoi on parle, c'est très inquiétant. Quand on entend l'expression déchets nucléaires, on se dit, voilà. on se dit déchets radioactifs. C'est pour ça que le fait d'avoir une approche conservatrice, vous avez utilisé le mot, moi en tant que citoyen, je trouve ça plutôt sain. Monsieur Farin, monsieur Béranger, un mot, monsieur Farin. Chauvinisme, la France est l'un des seuls pays au monde où il existe un dispositif de stockage précis pour les déchets TFA. Il me semble, et on vérifiera, puis on pourra apporter les réponses par ailleurs, que le seul autre pays, c'est l'Espagne, qui dispose d'une installation spécifiquement dédiée aux déchets TFA. Monsieur Béranger, un mot. Oui, juste 2-3 petits témoignages. Donc Fessenheim, la centrale a été arrêtée depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est la première centrale 900 MW qui va être démantelée. Donc on est un peu au cœur de l'actualité, à plusieurs titres. Donc on est également sur le Rhin. Donc les pratiques de nos voisins et amis allemands ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et la vision sur le futur n'est pas du tout le même. À plusieurs titres, on parlait tout à l'heure, et je fais juste le lien avec la séquence précédente, on a parlé de la reconversion des sites. Donc Fessenheim, 2 réacteurs, on ferme le site, on ferme 2 réacteurs, on ferme complètement le site. Et en termes de reconversion du site, il y a un projet actuellement qui est ouvert à Fessenheim. C'est effectivement un technocentre pour l'installation d'infos pour justement traiter ces métaux ferreux. Aujourd'hui, la question se pose par rapport à l'acceptabilité du public, et notamment du public et voisins allemands, par rapport à ce technocentre, qui aujourd'hui est quand même une orientation intéressante. Par contre, je répète, l'acceptation du côté allemand est très difficile. Il y a même des manifestations contre ce technocentre, qui me paraît réellement intéressant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on évacue les anciens générateurs de Fessenheim vers la Suède pour les faire fondre
Donc on n'a pas d'installation en France, on les envoie en Suède. En Suède, on fond, et les lingots vont sur le marché européen. Effectivement, on récupère cette matière première, hein, très probablement en France, pour faire des petites cuillères. Donc le marché mondial est en route, hein, et notre situation franco-française où on s'isole, hein, n'est, à mon avis, pas longtemps viable par rapport aux autres pays européens. Okay, merci, M. Berger. On va voilà ce que je un voulais dernier rajouter. mot. Voilà, donc le technocentre aujourd'hui, Fessenheim, la centrale ferme, on parle de reconversion de sites nucléaires. Hein. Fessenheim est effectivement prêt à accueillir ce technocentre, hein, mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire avec le public, avec les riverains pour cette acceptation. Parfait. Bien reçu. Merci de votre message. Alors, tout le monde veut prendre la parole là tout à coup. Monsieur Bettinelli, courtement. Monsieur Farin, courtement, parce que j'ai encore 2 questions à vous poser. Par rapport à cette question, en fait, nous, on a retenu une approche pragmatique pour prendre un gisement dont on était à peu près sûr que ça pouvait bien fonctionner, et puis avec beaucoup de précautions. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas satisfaire ceux qui voudraient tout libérer, ni ceux qui voudraient rien libérer, quoi. Donc on est vraiment sur une approche pragmatique. Monsieur Farin. Juste 2 compléments d'information. Le premier sur les générateurs de vapeur, on a accueilli sur le centre de stockage des déchets TFA dans l'Aube des générateurs de vapeur. Alors, je ne sais pas si c'est tous ou pas, mais on en a déjà accueilli. Donc ça veut dire qu'on a aussi cette solution, puisqu'on a adapté nos installations pour recevoir ces pièces qui sont des grosses pièces. Et un deuxième point qui me semble aussi important, c'est que d'autres pays nucléarisés doivent faire face au démantèlement. Et ce sujet de la gestion des TFA, il n'est pas encore abordé de la même façon que ce que nous le faisons en France. Vous voyez qu'on en discute, c'est un sujet qui suscite déjà des débats, mais du point de vue des dispositions qui sont prises, la France est sans doute un pays qui, une nouvelle fois sur la question des déchets radioactifs, est déjà très en amont et réfléchit très en amont sur la question. Dominique Boutin vous interpelle et vous dit comment avoir confiance face à la triche Areva au Creusot. C'est bien l'absence de suivi rigoureux qui est en cause. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'est agi? Peut-être l'ASN ou... Voilà, la Areva au Creusot, comment avoir confiance? Oui, alors on n'est pas exactement dans le même cadre d'activité. Hein. Areva au Creusot, c'était des problèmes de métallurgie, on en a parlé ce matin. Mais M. Boutin avait posé aussi une autre question qui nous était plus directement adressée, donc je vais répondre à ces 2 questions-là en même temps. Alors peut-être pour rappeler qu'effectivement, l'approche française par zonage est une approche de défense en profondeur. On en a parlé plusieurs fois. Il y a plusieurs barrières de défense. Il y a l'idée qu'on va identifier le gisement à peu près exhaustif de ce qui a pu être contaminé dans une installation nucléaire par cette approche par zonage. Et puis ensuite, il y a quand même des vérifications par mesure que tout le reste, qui n'est pas considéré comme un déchet radioactif et qui va sortir du site, eh bien, n'est effectivement pas radioactif. Et donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure, il y a des tas de déchets qui sortent quotidiennement d'une installation nucléaire, qui ne sont pas considérés comme des déchets radioactifs, qui vont passer sous des portiques de détection de la radioactivité à la sortie, pour vérifier qu'ils ne sont pas radioactifs, et qui, quand ils arrivent dans un site de stockage de déchets conventionnels, une décharge, passent de nouveau sous des portiques de détection de la radioactivité, puisque c'est obligatoire en fait dans tous les sites de stockage de déchets en France. Donc il y a cette double barrière finalement, l'approche par zonage et puis la mesure. Voilà, et c'est essentiellement là-dessus que repose la solidité de notre système. L'ASN ne mettra pas un agent derrière chaque colis de déchets qui sort. Par contre, on inspecte régulièrement les exploitants sur leur pratique de gestion des déchets. On vérifie qu'ils ont des équipes formées, que les personnels réalisent les bons gestes de contrôle et que si jamais il y a des erreurs d'orientation, ça peut arriver, eh bien, ils soient détectés et qu'il y ait un reporting et des enseignements tirés de ces situations. Toute petite dernière question, Madame Lalo. Ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on s'apprête à faire avec les déchets métalliques, à savoir avoir une forme de souplesse suffisamment de ces déchets-là, est-ce qu'on pourrait avoir une souplesse la même avec d'autres déchets TFA d'autres types? Je sais pas. C'est possible. Aujourd'hui, le plan, le PNGMDR, il incite dans tous les cas à regarder toutes les pistes d'optimisation qu'on peut avoir et donc toutes les pistes de valorisation sans se restreindre forcément au stade des études, je dirais. Maintenant, ce qui a été soumis au débat public, c'était uniquement la libération des métaux.
Donc si on devait envisager une piste pour d'autres types de déchets, ça voudrait dire qu'on le proposerait au débat public, qu'on regarderait concrètement les débouchés, quels sont les avantages et inconvénients de ces pistes-là. Aujourd'hui, dans le plan qui est proposé, on n'a pas la volonté d'ouvrir ce champ-là au-delà des métaux. Ce qui ne veut pas dire que si on a des débouchés intéressants, je pense peut-être à certains liquides, il faudra peut-être regarder. Une dernière petite question, ne serait-il pas possible d'avoir un contrôle tripartite des matériaux issus de la fusion, autorités, exploitants, société civile et ou experts indépendants? C'est déjà prévu en fait. Il y a des contrôles de tierces parties qui sont déjà prévus. Donc de l'exploitant, bien évidemment, il doit s'assurer que sa production elle est conforme à ce qu'il a détaillé dans son dossier au départ. Il y aura des contrôles de l'autorité de contrôle, par exemple l'autorité de sûreté nucléaire, si c'est une installation nucléaire de base. Et il y aura en plus, il y a des contrôles de tierces parties qui sont prévus aux frais de l'exploitant pour faire encore un niveau supplémentaire. Voilà. Et après, le niveau de la société civile, c'est plus au niveau du dialogue qu'il va y avoir, parce que la société civile, a priori, elle n'a pas les outils pour mesurer dans l'installation. On n'est pas à la fin des concertations du public sur ce projet en particulier. Comme je disais, le PNGMDR a fixé un certain nombre de sujets et le sujet des contrôles, c'est un vrai sujet dont on a demandé qu'il soit clairement présenté par les producteurs quand ils feront la concertation sur le projet. Et donc, ça sera discuté avec le public et la société civile. Et suivant les enseignements qu'on tirera de cette concertation, il faudra que les pouvoirs publics s'interrogent aussi sur les meilleures modalités de contrôle à mettre en place. Alors, est-ce que cette session, tout ce que vous venez de vivre là, cet après-midi, vous a plu? Bien, vous pouvez le dire. Alors pour ça, c'est très simple. Il y a un petit onglet là sur ma droite, et cet onglet, il s'appelle Enquête. Et donc vous cliquez sur Enquête, et là vous pouvez répondre à l'enquête. Voilà, si vous êtes satisfait de ce que vous venez de voir et de vivre. Et on va faire une petite pause. On se retrouve à 15h35. 15h35 pour une table ronde. Comment améliorer la culture de précaution? Comment mobiliser, comment motiver le public face au risque nucléaire? C'est la question qu'on va se poser. Et vous allez voir, il y a des idées nouvelles qu'on pourrait tout à fait adopter dans notre domaine du nucléaire. A tout de suite, 15h35.